le soir qui descend, nous convie à un paisible voyage. Laissons au seuil de cette nuit l'agitation du jour, mettons de côté tous nos soucis, et permettons à nos pensées de se dissoudre lentement, pareil à une fumée légère dans le ciel du couchant. Ce sera une pérégrination non pas à travers l'espace ou le temps, mais dans les profondeurs d'une sagesse qui apaise l'âme et révèle les recoins secrets de notre propre entendement. Ce sera une berceuse philosophique qui murmure à l'oreille les choses éternelles, ce qui fut avant nous et ce qui demeurera après. Fermez les yeux, si cela vous est confortable, et laissez ma voix devenir votre guide. Et nous commencerons ce périple par l'une des histoires les plus anciennes et les plus profondes qui furent jamais contées à l'humanité. C'est une histoire que, des millénaires auparavant, exposa un grand penseur grec, dont le nom résonne à travers les siècles, Platon. Il nous a invités à sonder l'essence même de la connaissance, la nature même de ce que nous nommons la réalité. Cette histoire est enveloppée de pénombre et de lumière, d'ombre et de vérité. C'est l'allégorie de la caverne. Elle ne parle pas seulement de prisonniers d'un temps lointain, mais bien de chacun d'entre nous, de notre propre cheminement vers la lumière. Imaginez. Profondément sous la terre, dans une caverne sombre et humide qui s'étend vers l'inconnu, vivent des êtres humains, et ce, depuis leur naissance. Leur vie est une captivité éternelle, car dès les premiers instants de leur existence, ils sont enchaînés. Enchaînés non pas simplement au sol, mais à eux-mêmes, à cette immobilité qui ne leur permet ni de se retourner, ni même de hocher la tête. Leurs cou, leurs jambes, tout est fermement maintenu par des chaînes, à la fois solides et invisibles, mais toujours palpables et insurmontables. Ces chaînes ne sont pas seulement une contrainte physique. Elles sont la métaphore de ces entraves intérieures et extérieures qui retiennent notre esprit captif dans l'ignorance. Leur visage est tourné vers un mur, invariablement. Leur regard n'a jamais effleuré ce qui se passe derrière eux ou sur les côtés. Leur monde entier se résume à cette unique surface face à eux, qui constitue pour eux la seule et l'incontestable réalité. Ils n'ont jamais vu la lumière du soleil, jamais senti la caresse du vent sur leur visage, jamais entendu le bruissement des feuilles ou le chant des oiseaux. Leur univers est ce mur étroit et confiné, dont les seules couleurs sont celles des reflets et des ombres fugaces. Ils ne savent même pas que d'autres humains existent, hormis ceux qui sont enchaînés à leur côté. Leur connaissance du monde est circonscrite à cet espace restreint et obscur. Chaque jour de leur vie s'écoule dans cette posture immuable, dans cette obscurité ininterrompue, à peine dissipée par des images vacillantes. Ils ne se souviennent d'aucune autre existence, car ils n'en ont jamais eu. Ils sont nés dans ces fers, et leur esprit n'a jamais connu la liberté de mouvement ou de regard. Toute leur vie durant, leur apprentissage ne provient que d'une seule et unique source. Les ombres. Ils ne savent pas ce qu'est l'espace, ce qu'est la profondeur, ce qu'est une forme véritable. Tout ce qu'ils perçoivent, ce ne sont que de plates silhouettes mouvantes. Leurs yeux, qui n'ont jamais contemplé la pleine lumière, se sont accoutumés à cette semi-obscurité, à ces ombres scintillantes. Peut-être même que pour eux, ce n'est pas tout à fait les ténèbres, mais leur propre version de la lumière, puisqu'ils n'ont aucun point de comparaison. Ce mur, c'est leur cosmos, leur encyclopédie, leur unique école de la vie. Il est même possible qu'ils n'aient pas conscience d'être prisonniers. Ils vivent simplement comme ils en ont l'habitude, comme tous les autres autour d'eux. Leur conversation, si tant est qu'ils en aient, ne porte que sur ces ombres qui défilent sans cesse devant leurs yeux. Imaginez l'étendue de leur ignorance. Ils n'ont jamais entendu parler des étoiles lointaines, des océans incommensurables ou des sommets montagneux qui tutoient les nuages. Dans leur vocabulaire, les mots liberté, horizon, immensité sont absents. Leur imagination, si elle existe, est limitée aux dimensions de leur caverne et au balai des ombres. Ils ne peuvent même pas concevoir qu'au-delà de ce mur, il puisse exister autre chose, quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus réel. Pour eux,
Leur réalité est l'unique réalité possible, et ils vivent dans la certitude la plus complète de ce fait. Cette ignorance absolue ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais bien leur propre état. Ils ne se perçoivent pas comme des prisonniers, précisément parce qu'ils ignorent ce qu'est la liberté. Ils ne comprennent pas qu'ils ne voient que des reflets, car ils n'ont jamais contemplé les originaux. Cette condition primordiale de l'existence, telle que décrite par Platon, est le point de départ pour une méditation sur notre propre connaissance, sur la manière dont nous pouvons être nous-mêmes enchaînés à nos propres représentations, à ce que le monde nous montre, sans jamais nous interroger sur sa véritable source. Leur vie est une sorte de sommeil profond dont ils ne se sont pas encore éveillés. Ils rêvent, peut-être, de ces ombres qui constituent pour eux les événements les plus éclatants de leur journée. Leur conscience est entièrement immergée dans cette réalité illusoire, et ils n'ont aucune raison d'en douter. C'est cet état d'ignorance originelle qui forme le point de départ pour toutes les découvertes à venir. Nous avons laissé nos prisonniers dans leur état d'ignorance absolue, enchaînés face à un mur, le regard fixé sur une surface qui était pour eux l'unique réalité. Ils ne savaient rien du monde qui se trouvait derrière leur dos, rien du feu qui projetait la lumière, ni des marionnettistes qui animaient les figurines. Leur existence était une immersion totale dans une vision du monde où l'apparence est la vérité, et le reflet, l'original. C'est une condition qui, à première vue, peut sembler très éloignée de notre vie quotidienne, mais si nous y regardons avec plus d'attention, nous pourrions y déceler d'innombrables parallèles. Pour ces êtres, qui n'ont jamais rien contemplé d'autre, le mur qui se dresse devant eux n'est pas une simple surface, mais leur monde unique et indiscutable. Sur ce mur apparaissent des ombres. Elles se meuvent, changent de forme, et pour les prisonniers, c'est la seule chose qu'ils puissent percevoir. Ces ombres ne sont pas de simples images. Elles sont pour eux les personnes, les objets, les événements de leur vie. Ils observent comment une ombre apparaît, une autre s'évanouit, une troisième croise la précédente. C'est là toute leur vie, leur seule et unique expérience. Ils ignorent que ces ombres ne sont que des projections, les reflets de quelque chose d'autre. Ils les considèrent comme étant parfaitement et entièrement réels. Imaginez de quelle manière ils pourraient bien communiquer entre eux. Leur conversation, très probablement, tourne autour de ces ombres. Vois donc comme cette ombre est grande. Tiens, cette ombre-là ressemble à celle que nous avons vue hier. Cette ombre-ci poursuit toujours celle-là. Ils donnent sans doute des noms à ces ombres, les classifient, leur attribuent des propriétés spécifiques. Pour eux, ce ne sont pas de simples formes abstraites. Ce sont leurs amis, leurs ennemis, leurs divinités, tout ce qui constitue leur monde. Quand une ombre succède à une autre, ils bâtissent peut-être des liens logiques, en déduisent les lois du mouvement de ces ombres. Ils peuvent croire qu'une ombre en cause une autre, ou qu'une certaine séquence d'ombres revêt une signification capitale. C'est là leur science, leur philosophie, leur histoire. Cette immersion complète dans l'illusion est un aspect crucial que Platon désirait transmettre. Pour les prisonniers, la réalité est ce qui leur est accessible à travers leur sens limité. Puisqu'ils ne voient que des ombres, et que c'est la seule chose qu'ils aient jamais vue, ils n'ont absolument aucune raison de douter de leur authenticité. Ils ne savent pas ce qu'est un original, et ne peuvent donc pas le distinguer de sa copie. Cette idée est profondément philosophique. Si tout ce que nous connaissons n'est jamais qu'un reflet, comment pourrions-nous jamais atteindre la véritable nature des choses ? Platon, par cette allégorie, nous montre que nos convictions sont façonnées par notre expérience. Si notre expérience est limitée et déformée, alors nos convictions le seront tout autant. Les prisonniers de la caverne sont une métaphore des personnes qui vivent dans un monde où prévalent les opinions des autres, plutôt que leur propre savoir, indépendant et réfléchi. Il peut s'agir des normes sociales, des préjugés, des stéréotypes que nous assimilons depuis l'enfance et qui nous semblent être l'incontestable vérité. Nous ne voyons que les ombres de la réalité, formées par la société, les médias,
l'éducation, et nous les remettons que très rarement en question. Dans ce contexte, l'ignorance n'est pas seulement une absence de connaissance, c'est une croyance active en des illusions. Les prisonniers ne font pas que ne pas savoir, ils savent des choses qui ne sont pas la vérité, et leur savoir même est un obstacle à la véritable connaissance. Ils pourraient être fiers de leur science des ombres, se croire sages, parce qu'ils savent prédire leurs mouvements ou distinguer leurs formes. Ils pourraient même entrer en compétition les uns avec les autres pour savoir qui connaît le mieux ces ombres, qui prophétise leur prochaine apparition. C'est là leur jeu, leur lutte, pour obtenir un statut et une reconnaissance dans leur petit monde déformé. Peut-être ont-ils même développé tout un système de croyances autour de ces ombres. L'un pourrait être le prêtre des ombres, un autre le savant des ombres, un troisième l'artiste des ombres. Ils pourraient avoir leur propre héros et scélérat parmi ces formes mouvantes. Leur monde, bien que terriblement confiné, leur paraît complet et autosuffisant. Ils ne ressentent aucun besoin de chercher autre chose, car ils n'ont jamais su qu'autre chose pouvait même exister. Leur esprit est entièrement absorbé par cette réalité imaginaire. Cet état de perception limitée est absolument central pour comprendre la pensée de Platon. Il affirme que la plupart des êtres humains vivent précisément de cette manière, ne voyant que les ombres de la réalité qui défilent devant eux. Ces ombres peuvent être les impressions sensibles, les opinions que l'on nous inculque, ou simplement des représentations superficielles du monde qui n'atteignent jamais l'essence des choses. Ils ne percent pas le voile de l'apparence pour connaître la forme véritable ou l'idée pure. En ce point précis, Platon jette les fondations pour le développement futur de sa philosophie des idées. Il nous montre que le monde sensible, celui que nous percevons, n'est qu'un reflet, une pâle copie d'un monde véritable et idéal. Les ombres sur le mur de la caverne représentent nos sensations quotidiennes, ce que nous voyons, entendons, touchons. Elles sont changeantes, inconstantes, et ne nous donnent jamais une vision complète de la vérité. La vérité authentique, selon Platon, se cache dans le monde des idées, auquel nous ne pouvons nous élever que par l'usage de la raison, et non par celui des sens. Ainsi, lorsque nous méditons sur ce monde de prisonniers qui vivent au milieu des ombres, nous sommes invités à nous interroger, notre propre perception du monde n'est-elle pas, elle aussi, parfois limitée? Ne prenons-nous pas souvent les ombres pour la réalité véritable? Ne nous appuyons-nous pas sur les jugements d'autrui, sur des représentations superficielles, sans jamais chercher à regarder plus profondément, jusqu'à l'essence? Cette partie de l'allégorie est une douce invitation à l'introspection, à la pensée critique, à la mise en doute de ce qui paraît évident. Platon, à travers cette métaphore, semble nous murmurer: ne prenez pas pour la vérité ce qui semble aller de soi. Cherchez toujours la source, demandez toujours pourquoi. Car ce n'est que lorsque vous commencerez à douter des ombres que vous pourrez faire le premier pas vers la lumière. Ce n'est que lorsque vous comprendrez les limites de votre perception actuelle que vous serez prêt pour la véritable connaissance. Nous nous sommes immergés ensemble dans le monde silencieux des prisonniers, qui ne connaissent que les ombres sur un mur comme leur unique réalité. Le moment est maintenant venu de tourner notre regard derrière eux, là où se dissimule la source véritable de ces illusions. C'est un lieu inconnu des enchaînés, mais d'une importance vitale pour comprendre toute l'allégorie de Platon. Il nous révèle le mécanisme par lequel cette réalité trompeuse est créée et nous force à songer à ce qui façonne, au juste, notre propre perception du monde. Imaginez que derrière nos prisonniers, invisibles à leur regard limité, brûle un feu éclatant. Ce n'est pas un simple foyer, mais une source de lumière puissante, qui fait partie intégrante de leur emprisonnement, bien qu'ils n'en soupçonnent pas l'existence. Cette flamme ne leur procure ni chaleur ni réconfort, elle ne fait que projeter des reflets vifs et dansants. Le feu, dans cette allégorie, est le symbole de ce qui rend les choses visibles, sans être encore la vérité elle-même. Il éclaire,
mais sa lumière n'est pas encore celle de la raison ou de la connaissance supérieure. C'est lui qui donne forme et existence aux ombres, leur permettant d'apparaître sur le mur. Sans ce feu, les ombres n'existeraient tout simplement pas. C'est la cause cachée qui engendre leur réalité. Entre ce feu et les hommes enchaînés se trouve un autre détail, non moins essentiel, une route. C'est un passage surélevé qui sert de barrière. Le long de cette route, comme dissimulé par un parapet qui les cache aux yeux des prisonniers, se déplacent d'autres êtres humains. Ces personnes portent divers objets, les élevant au-dessus de leur tête, de telle sorte que leur silhouette se projette sur le mur de la caverne. Ces objets peuvent être de toutes sortes, des figurines d'animaux, des représentations d'humains, divers instruments, tout ce qui peut être transporté et qui créera sur le mur une ombre distincte. Ces porteurs d'objets sont, en quelque sorte, des marionnettistes. Ils sont les intermédiaires qui façonnent cette image du monde accessible aux prisonniers. Ils ne sont pas la source de la lumière, mais ils sont ceux qui décident quelles images seront montrées. Il est important de comprendre que ces marionnettistes peuvent eux-mêmes être inconscients de leur rôle. Ils peuvent simplement accomplir leur travail routinier, transportant des objets sans réfléchir au fait qu'ils créent un univers entier pour ceux qui sont enchaînés. Ou bien ils peuvent être de ceux qui manipulent consciemment l'information, ne présentant qu'une version spécifique et avantageuse de la réalité. Platon sème ici l'idée que notre réalité est souvent médiatisée. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est en soi, mais tel qu'on nous le montre, ou tel qu'il est façonné par divers porteurs, moins qu'il s'agisse d'éducateurs, de leaders d'opinion, de médias, ou même de nos propres préjugés et filtres de perception. De cette manière, les ombres que les prisonniers voient sur le mur sont éloignées de la réalité véritable à 3 niveaux. Premièrement, ce ne sont pas les objets eux-mêmes, mais seulement leurs silhouettes. Deuxièmement, ces silhouettes sont créées non pas par une lumière naturelle, mais par un feu artificiel. Troisièmement, ces objets sont transportés par d'autres personnes, qui peuvent choisir précisément ce qu'elles montrent. Cette médiation à plusieurs niveaux est l'essence même de l'illusion. Les prisonniers ne voient que la projection d'une projection. Ils ne voient pas le feu, ils ne voient pas les marionnettistes, ils ne voient pas les objets réels. Ils ne voient que le résultat final de ce mécanisme complexe. C'est une métaphore profonde pour la critique de la connaissance sensible. Platon considérait que notre monde quotidien, que nous percevons à l'aide de la vue, de l'ouïe, du toucher, n'est qu'un monde d'ombre. Ces sensations peuvent être trompeuses. Ce que nous voyons peut n'être qu'un reflet superficiel, et non la véritable essence des choses. Nos organes des sens, selon Platon, sont semblables aux yeux des prisonniers qui ne voient que les ombres sur le mur. Ils nous donnent des informations, mais ces informations sont déjà traitées, filtrées et déformées. Pour les prisonniers, les ombres ne sont pas de simples images, mais l'unique forme de communication et d'information qui leur soit accessible. Ils les distinguent peut-être par leur taille, leur forme, leur vitesse de déplacement. Ils peuvent même prédire leur apparition ou leur mouvement en se fondant sur leur expérience passée. Celui qui prédit les ombres avec le plus d'exactitude pourrait être considéré comme le plus sage dans leur monde. Cela souligne comment les êtres humains peuvent construire des systèmes de savoir complexes et même des cultures autour de phénomènes absolument illusoires en croyant fermement à leur authenticité. Cela nous rappelle combien nous faisons souvent confiance à l'information qui nous parvient, sans en vérifier la source, sans réfléchir à la manière dont elle a été créée ou à qui l'a transmise. Platon nous invite à prendre conscience que nombre de nos représentations du monde peuvent avoir été façonnées non pas par nous-mêmes, mais par d'autres, et ne reposent pas sur une essence véritable. Cela ne signifie pas que tout ce que nous voyons est faux, mais c'est une invitation à une analyse profonde des sources de notre savoir. Qui sont les porteurs d'objets dans nos vies? Quel feu illumine notre réalité? Quelles ombres percevons-nous comme la vérité, sans jamais questionner leur origine? Cette partie de l'allégorie est une étape cruciale
pour comprendre en quoi la philosophie est si nécessaire. Elle est une tentative d'aller au-delà des apparences, d'analyser les mécanismes cachés qui façonnent notre perception. Elle nous exhorte à ne pas nous contenter de regarder le mur, mais à essayer d'imaginer ce qui se trouve derrière. Elle nous pousse à la pensée critique, à une attitude sceptique envers le superficiel, à la recherche des causes premières. Car la connaissance véritable ne commence que lorsque nous nous mettons à douter de ce qui nous semble évident. Platon semble nous dire « Ne vous contentez pas de ce que l'on vous montre, cherchez la source, cherchez la forme véritable. » Car ce n'est qu'alors que vous pourrez distinguer la vérité de l'illusion, le réel de son reflet. Cette pensée profonde est le fil conducteur qui traverse toute sa philosophie. Il ne décrit pas seulement des prisonniers. Il décrit l'état de l'esprit humain, qui accepte bien trop facilement les illusions pour la réalité s'il ne fournit pas l'effort de rechercher une connaissance supérieure. Et tandis que nous méditons sur ces mécanismes cachés, permettez à votre esprit de trouver le calme. Laissez les images du feu, des marionnettistes et des ombres se dissoudre lentement, cédant la place à une profonde quiétude. Ce voyage dans le monde de la philosophie n'est pas une course aux réponses, mais une immersion paisible dans les questions qui nous guident vers une plus grande compréhension. À présent, nous allons plonger plus profondément dans la conscience même des prisonniers, afin de comprendre comment ce monde d'illusions, composé exclusivement d'ombres, façonne leur perception de la réalité, leurs croyances, leur langage et jusqu'à leur propre identité. Ceci est d'une importance capitale pour saisir la manière dont les influences extérieures, dont nous sommes souvent inconscients, peuvent déterminer les contours de notre propre vision du monde. Pour les prisonniers enchaînés, les ombres projetées sur le mur constituent la réalité absolue et incontestable. Pour eux, ce ne sont pas de simples reflets, elles sont la vie même, l'unique forme d'existence qui leur soit connue. Leur cerveau, leur sens, leur mémoire, tout en eux s'est développé et a fonctionné exclusivement dans ce contexte. N'ayant jamais rien vu d'autre, ils ne possèdent aucun critère de comparaison ou de doute. C'est une immersion si totale dans l'illusion qu'il n'y a même pas l'ébauche d'une pensée pour une autre existence, car aucune expérience n'a jamais pu semer la graine d'une telle idée. Ces ombres deviennent pour eux non seulement des objets d'observation, mais bien les sujets de leurs conversations, de leurs débats, de leurs prédictions. Lorsqu'une ombre apparaît, peut-être s'exclame-t-il en prononçant son nom, ou discute-t-il de ses particularités. Si une ombre en suit toujours une autre, ils établissent entre elles des liens de cause à effet, pensant que la première provoque la seconde. C'est leur science primitive, fondée sur l'observation de reflets inconstants. Ils peuvent créer des systèmes complexes de savoir sur ces ombres, mémorisant leurs séquences, leur taille, leur caractère. Par exemple, une ombre peut être jugée bonne si son apparition précède une autre ombre jugée bonne, et mauvaise si une ombre mauvaise lui succède. Plus encore, ces ombres deviennent l'unique source de leur langage et de leur appareil conceptuel. Ils parlent des ombres en utilisant des mots qui décrivent leur forme, leurs mouvements, leurs interactions. Leur compréhension de la grandeur, de la vitesse, de la beauté ou du danger se forme entièrement sur la base de l'observation de ces projections. Par exemple, une ombre grande peut signifier pour eux importante ou puissante. Une ombre rapide peut être associée à l'efficacité ou à la menace. Leur univers de signification est entièrement construit autour de cette information limitée. Cela démontre à quel point notre langage et notre compréhension du monde sont intimement liés à ce que nous voyons et expérimentons. Dans ce monde clos où règnent les ombres, se façonnent leur hiérarchie et leur ordre social. Celui qui reconnaît le mieux les ombres, qui mémorise leurs séquences avec le plus de précision, qui prophétise leur apparition avec le plus d'habileté, celui-là est considéré comme le plus sage, le plus compétent. On peut lui attribuer des facultés exceptionnelles et il peut acquérir le respect et l'autorité parmi les autres prisonniers. C'est là leur intelligentsia, leur leader, dont la sagesse
résident dans une connaissance profonde des illusions. Ils peuvent même rivaliser pour ces titres, démontrant leur érudition dans le monde des ombres. Cette lutte pour le statut dans un monde illusoire est une critique subtile, par Platon, des valeurs sociales qui reposent souvent sur des succès superficiels ou des savoirs sans fondement réel. L'aspect le plus tragique de cette condition est que les prisonniers ne font pas qu'ignorer la vérité. Ils croient activement au mensonge. Leur foi en la réalité des ombres est si puissante que toute tentative de la mettre en doute serait perçue comme un acte de folie ou une menace. Ils sont convaincus que c'est le seul monde qui existe, et toute conversation sur quelque chose d'autre, sur le feu, les marionnettistes, les objets, leur serait absurde et incompréhensible. Ils ne possèdent pas l'appareil conceptuel pour ne serait-ce qu'imaginer quoi que ce soit au-delà de cette expérience. Cela montre à quel point il est difficile de déconstruire des illusions profondément enracinées, surtout quand une personne n'a jamais été confrontée à une autre réalité. Cet état des prisonniers est une puissante métaphore de l'ignorance de l'humanité, plongée dans le monde des impressions sensibles et des illusions. Platon l'utilise pour montrer que la plupart des gens vivent en percevant le monde à travers le prisme de leurs propres limites, de leurs préjugés, des doctrines sociales transmises de génération en génération. Nous prenons pour la vérité ce que l'on nous montre, ce que nous entendons, sans réfléchir à la source véritable de ces ombres. Ces ombres peuvent prendre la forme d'informations non vérifiées, d'opinions populaires que nous acceptons sur parole, de stéréotypes qui façonnent notre vision des autres et des événements. La société, selon Platon, fonctionne souvent comme cette caverne. L'éducation, les médias, la politique, la culture, tous peuvent jouer le rôle de marionnettistes qui nous montrent certaines ombres, formant ainsi notre tableau du monde. Et si nous ne fournissons pas l'effort de dépasser ce mur, d'investiguer les sources de l'information, de penser de manière critique, alors nous demeurons prisonniers de ces illusions. Notre connaissance du monde risque de n'être qu'un ensemble de reflets déformés, et non une véritable compréhension de l'essence des choses. Platon insiste sur le fait que la libération de ces illusions est un processus douloureux et complexe. Pour les prisonniers qui ne connaissent que les ombres, la vérité serait si inhabituelle et si inconfortable qu'ils y résisteraient activement. Leur esprit s'est tellement adapté à l'obscurité et aux images plates, que la lumière vive et les formes en volume leur paraîtraient pénibles et irréelles. Cette résistance à la vérité n'est pas seulement un rejet conscient, mais aussi un mécanisme de défense inconscient de la psyché, qui craint de voir s'effondrer la vision familière du monde. Ainsi, lorsque nous observons le monde des prisonniers ne voyant que des ombres, nous contemplons une profonde métaphore de notre propre condition. C'est un appel à l'éveil de la conscience, à la recherche d'une compréhension plus profonde, au dépassement de la superficialité. C'est un rappel que la véritable connaissance exige des efforts, une sortie de notre zone de confort, et la volonté d'affronter la douleur qu'apporte la lumière de la vérité. Car ce n'est que lorsque nous reconnaissons les illusions en tant qu'illusions que nous pouvons commencer notre chemin vers le savoir véritable. En ce point, Platon pose les fondements de sa doctrine selon laquelle la connaissance véritable n'est pas la connaissance sensible. Ce n'est pas ce que nous voyons ou entendons. La connaissance véritable est une connaissance intellectuelle, la saisie des idées, qui sont éternelles, immuables, et constituent les fondements réels de tout ce qui existe. Les ombres ne sont que les reflets temporaires, changeants et imparfaits de ces idées éternelles. Comprendre cela est le premier pas vers la libération de la caverne. Cette immersion dans le monde des illusions achève la première grande étape de notre voyage. Nous avons compris la condition des prisonniers et le mécanisme qui engendre leur réalité illusoire. Nous sommes désormais prêts pour le moment clé, le moment de la libération, où l'un des prisonniers aura la chance de se retourner et de voir pour la première fois la source des ombres. Ce sera le premier pas, douloureux, vers l'éveil à la vérité. Nous nous sommes absorbés dans le monde des ombres,
et avons saisi à quel point les illusions étaient profondément ancrées dans la conscience des prisonniers. Le temps est maintenant venu pour le moment charnière, le point de bascule de l'allégorie de la caverne de Platon, l'instant de la libération. Ce n'est pas une simple libération physique, mais un acte symbolique qui marque le début de l'éveil philosophique. Il est douloureux, inconfortable, mais c'est précisément lui qui ouvre la voie vers la connaissance véritable. Imaginez. L'un des prisonniers, dont le destin est inconnu, mais dont l'aspiration à la vérité couvait peut-être inconsciemment, se trouve soudainement libéré de ses chaînes. Peut-être a-t-il été affranchi par une force extérieure, par quelques penseurs ayant déjà parcouru ce chemin, ou bien est-ce lui-même, par une impulsion intérieure, quelque chose qui transcendait l'ignorance ordinaire, qui a réussi à rompre ses liens. Cet instant est d'une importance capitale, car il symbolise le commencement d'une sortie consciente de l'état d'ignorance. C'est le premier pas vers la révélation philosophique, lorsque l'être humain prend conscience que son existence antérieure était limitée. La première chose que ressent le prisonnier libéré, ce n'est pas la joie, mais un profond inconfort et une douleur. Son corps, habitué à l'immobilité, est endolori par le moindre mouvement. Son cou, qui fut pendant des décennies fixé dans une seule position, pivote avec un effort immense. Cette douleur physique est la métaphore de l'inconfort intellectuel et psychologique qui accompagne la sortie de la zone de confort de nos représentations habituelles. Rompre avec les illusions est toujours un processus pénible, car il détruit la vision familière du monde qui, bien que fausse, procurait un sentiment de sécurité et de prévisibilité. La confrontation avec une nouvelle information qui contredit tout ce en quoi l'on a cru peut être choquante et désorientante. Lorsque le prisonnier tourne la tête, son regard se pose pour la toute première fois sur la source de lumière, le feu qui brûle derrière lui. C'est le premier rayon de lumière véritable, bien qu'artificiel, qu'il voit de toute sa vie. Cependant, cette lumière, à la différence des ombres, est aveuglante. Ses yeux, accoutumés à la pénombre et aux silhouettes diffuses, ne peuvent s'adapter immédiatement à la flamme vive. Il ressent une douleur aiguë, insupportable, et sa réaction naturelle est un désir de se détourner, de retourner vers l'obscurité coutumière, vers les ombres familières et rassurantes. Cette douleur et cet éblouissement sont le symbole du fait que la vérité n'est pas toujours plaisante ou facile d'accès. Elle peut être blessante lorsqu'elle fait voler en éclats nos illusions et nos conceptions habituelles. Elle peut exiger de nous une réévaluation de tout ce que nous avons cru, et c'est un processus qui s'accompagne souvent d'une résistance intérieure. Il est plus aisé de demeurer dans l'ignorance, dans la confortable obscurité des erreurs familières, que d'affronter la lumière vive, et parfois cruelle, de la vérité. Le désir de retourner vers les ombres est cette voix intérieure qui murmure « C'est trop difficile, c'est trop douloureux, laissons les choses telles qu'elles sont ». Pourtant, malgré la douleur, le prisonnier libéré continue de regarder. Peut-être qu'une force intérieure, une soif de savoir plus puissante que l'inconfort physique, le contraint à surmonter ce premier choc. Cela symbolise le courage du philosophe, qui ne craint pas d'affronter la douleur de la vérité, qui est prêt à endurer l'inconfort pour l'amour de la connaissance. C'est le premier pas sur le chemin de la vision véritable, lorsque l'on commence à réaliser que le monde n'est pas seulement ce que l'on a vu jusqu'alors. Il commence à remarquer que les ombres, qu'il croyait réelles, sont maintenant projetées sur le mur grâce à ce feu. Il voit les gens se mouvoir derrière lui, transportant des objets. Il commence à comprendre que les ombres ne sont que les reflets de ces objets et qu'elles ne sont pas des entités autonomes. C'est le premier instant de révélation où le puzzle commence à s'assembler. Il réalise que tout son savoir antérieur était une erreur, qu'il a vécu dans un monde d'illusions. Cette prise de conscience peut être extraordinairement choquante et même provoquer une crise existentielle, car toute sa vision du monde précédente s'effondre. Cet instant marque le commencement de la déconstruction de sa vision du monde antérieur. Tout ce en quoi il croyait s'avère être faux. Toutes ses connaissances sur les ombres, ses prédictions de leurs mouvements, ses autorités parmi les autres prisonniers, tout cela perd son sens.
C'est comme se réveiller d'un long sommeil et comprendre que tous ces rêves n'étaient que fantaisie. Cela peut susciter un sentiment de confusion, de colère, de trahison, mais en même temps, un immense étonnement et une curiosité pour ce qui se trouve au-delà. Tourner la tête et regarder le feu n'est qu'un premier pas, très limité, dans la connaissance. Le feu, bien qu'il soit la source de lumière pour les ombres, n'est pas lui-même la lumière véritable. Il est le symbole du monde physique que nous percevons à l'aide de nos sens. Le prisonnier voit le feu, il voit les objets qui projettent les ombres, mais il ne voit pas encore le véritable monde extérieur. Il est passé d'une illusion à une autre, un peu moins illusoire, mais toujours confiné. Il comprend désormais que les ombres ne sont pas la vérité, mais il ne sait pas encore ce qu'est la vérité elle-même. Platon, à travers cet épisode, souligne que le chemin vers la vérité est progressif. Il ne se produit pas en un instant. Le rejet de certaines illusions mène à la découverte d'autres, à des couches plus profondes de la réalité. Chaque pas est difficile, mais nécessaire. Cette expérience initiale de douleur et d'inconfort est une part essentielle du processus de connaissance. C'est une sorte de purification des yeux et de l'esprit, qui les nettoie de l'obscurité à laquelle ils étaient habitués. La métaphore de cette libération est universelle. Ce peut être le moment où une personne remet en question les normes sociales qu'elle acceptait auparavant sans contester. Ce peut être le moment où elle prend conscience des manipulations de l'information à laquelle elle faisait confiance. Ce peut être une révélation personnelle, lorsqu'elle comprend que ses propres préjugés ou ses peurs l'empêchaient de voir le monde tel qu'il est. Ce peut être le début du chemin vers la connaissance de soi, lorsque l'on commence à prendre conscience de ses propres limites et de ses propres illusions. C'est une invitation au courage de penser par soi-même, de ne pas craindre de poser des questions, même si elles provoquent l'inconfort. C'est un appel à la connaissance active, et non à la contemplation passive des ombres. Car ce n'est que lorsque nous trouvons en nous la force de nous détourner du mur et de regarder la source, aussi éblouissante soit-elle, que nous entamons notre propre chemin vers la lumière véritable. C'est la première impulsion pour sortir de la caverne, pour un voyage qui changera tout. C'est l'éveil de l'esprit, tiré du sommeil de l'ignorance. Nous avons déjà vu comment le prisonnier, une fois libéré de ses chaînes, a tourné la tête avec douleur pour faire face pour la première fois à la flamme du feu. Cet instant n'est pas une simple révélation physique, mais une confrontation psychologique et intellectuelle profonde avec quelque chose d'absolument nouveau. Nous allons maintenant examiner plus en détail cette première expérience, brutale, de la rencontre avec la lumière, qui s'avère déterminante pour la suite de son chemin vers la vérité. Les yeux du prisonnier, habitué depuis sa naissance à la pénombre de la caverne, aux ombres diffuses et indistinctes, se heurtent soudain à la lumière aveuglante du feu. Ce feu, qui était la source même de sa réalité illusoire, se révèle à lui comme étant d'une clarté insupportable. Chaque cellule de sa rétine, jusqu'alors nastroyena absorbée de minimes reflets, se trouve soudainement surchargée par cet éclat intense. Cela provoque une douleur aiguë, perçante, qui le force à se recroqueviller, à plisser les yeux, peut-être même à les fermer. Ce n'est pas un simple inconfort, c'est une souffrance physique, conséquence directe de la confrontation avec une vérité trop éclatante pour un esprit non préparé. Cette douleur n'est pas seulement physique, elle est aussi un choc psychologique. Tout son monde antérieur, toute son obscurité, confortable, se révèle soudain non seulement sombre, mais surtout fausse. Cette prise de conscience frappe plus fort que la douleur physique. Toute son expérience passée, toute sa sagesse concernant les ombres, tout cela se réduit en poussière. C'est comme la réalisation soudaine que sa vie entière n'a été qu'un mensonge. Cela provoque un bouleversement profond, une désorientation, le sentiment de perdre pied. L'esprit cherche alors à retourner vers ce qui est familier, vers ce qui est sûr, vers ce qui ne cause pas une telle souffrance. C'est précisément pour cette raison, note Platon, que le prisonnier ressentira un désir puissant de se détourner.
Il voudra revenir vers ce mur, vers ces illusions coutumières qui, bien qu'irréelles, lui offraient un sentiment de stabilité et de prévisibilité. Revenir là où les yeux ne font pas mal, où il n'est pas nécessaire de repenser le monde entier, où tout est compréhensible et familier. Ce désir est une réaction naturelle à la douleur et à la destruction d'une vision du monde habituel. C'est cette voix intérieure qui murmure « C'est trop difficile, c'en est trop, laissons simplement les choses comme elles étaient ». C'est l'aspiration universelle de l'être humain à sa zone de confort, même si cette zone n'est qu'une illusion. Cependant, c'est précisément à cet instant, dans cette confrontation avec la douleur et le désir de retrait, que se cache la première lueur de la véritable compréhension. Malgré la souffrance, le prisonnier commence progressivement à s'adapter. Ses yeux, bien que lentement, commencent à s'habituer à la lumière du feu. Et lorsque cela se produit, il commence à voir les objets réels que transportent les marionnettistes, et non plus seulement leurs ombres. Il voit leur volume, leur forme, leur couleur, des choses qu'il n'aurait jamais pu distinguer dans le monde des ombres. C'est le premier pas vers une perception tridimensionnelle, vers la compréhension de la profondeur et du volume. Cette vision des objets qui projettent les ombres est la première preuve tangible que sa vie antérieure était une illusion. Il voit la cause et l'effet, voici l'objet, et voici son ombre. Il comprend que les ombres ne sont que de pâles reflets, et non l'essence même des choses. C'est un moment de réévaluation critique, où son esprit commence à former de nouveaux liens, de nouveaux concepts. Il commence à comprendre que le monde qu'il connaissait n'était qu'une façade, derrière laquelle se cachait une autre réalité, bien plus complexe. C'est le moment où le doute se transforme en savoir, et où la confusion cède la place à une première, bien que douloureuse, compréhension. Cette rencontre avec le feu et les objets, bien qu'elle ne soit qu'une étape intermédiaire, est d'une importance capitale. Elle symbolise le passage de l'ignorance totale à une connaissance initiale et limitée. Le prisonnier comprend désormais le mécanisme de création des ombres. Il sait qu'elles ne sont pas la vérité, mais il ne sait pas encore ce qu'est la vérité véritable. Il n'a pas encore vu le monde extérieur, mais il a déjà pris conscience que la caverne n'est pas l'univers entier. C'est comme un enfant qui comprend pour la première fois que les ombres ne sont pas des monstres, mais simplement des formes projetées par des objets. C'est une découverte qui change toute sa perception. Cette expérience est une purification pour l'esprit. La douleur de la lumière aveuglante du feu est la douleur de la libération des illusions. C'est comme dénouer un nœud serré qui tenait l'esprit captif et sentir le sang se remettre à circuler. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est vital pour la croissance future. Platon nous indique que la véritable connaissance exige des efforts et un dépassement de soi. Elle ne s'offre pas facilement. Il faut traverser la douleur et l'inconfort pour atteindre un niveau de compréhension supérieur. Ce moment est également une métaphore de l'étape initiale de l'investigation philosophique. Lorsque nous sommes confrontés pour la première fois à des questions philosophiques complexes, elles peuvent nous paraître incompréhensibles, effrayantes, voire douloureuses. Nous pouvons ressentir le désir de reculer, de revenir à des réponses simples et familières. Mais c'est précisément ce dépassement de l'inconfort, cette volonté de regarder au-delà de l'évidence, qui nous permet de faire le premier pas vers une compréhension plus profonde. C'est le moment où nous cessons de simplement consommer l'information et commençons à l'analyser, à la questionner, à en chercher les sources. Platon souligne que cette transition est progressive et requiert du temps. Les yeux ne peuvent s'adapter immédiatement à la lumière, de même que l'esprit ne peut embrasser d'un seul coup la plénitude de la vérité. Il faut du temps pour s'habituer, pour repenser, pour intégrer la nouvelle information. C'est un processus d'apprentissage qui se déroule pas à pas, d'une découverte à l'autre. Ce n'est pas une illumination instantanée, mais plutôt une ascension graduelle et continue. Cet épisode ne parle pas seulement de la caverne, mais de chacun d'entre nous. Combien de fois nous sommes-nous détournés de la vérité parce qu'elle était trop pénible ou inconfortable,
Combien de fois avons-nous pris les ombres pour la réalité véritable, parce que c'était plus simple? Platon nous appelle au courage, à la volonté de rencontrer la lumière de la vérité, même si elle éblouit et détruit nos illusions. Car ce n'est que lorsque nous prenons conscience de la fausseté de notre réalité initiale que nous pouvons commencer à chercher la véritable. Ainsi, le premier regard posé sur le feu est le symbole de l'éveil de la conscience, de la réalisation du caractère illusoire de l'existence antérieure. C'est un pas de l'ignorance vers une connaissance initiale, qui, bien que douloureuse, est nécessaire pour le chemin à venir vers la sagesse véritable. C'est l'instant où le prisonnier cesse d'être un spectateur passif et commence à devenir un chercheur actif de vérité. Il ne sait pas encore ce qu'il attend, mais il a déjà fait un pas décisif dans l'inconnu, un pas qui changera toute sa vie. Ce regard sur le feu est le point de départ de son long et difficile voyage vers la lumière véritable. Après la confrontation douloureuse mais révélatrice avec le feu, qui a dévoilé le caractère illusoire des ombres, le prisonnier se tient au seuil d'une nouvelle étape, encore plus complexe, de son périple. C'est le chemin vers le haut, depuis les profondeurs de la caverne jusqu'à sa sortie, vers une lumière inconnue. Cette ascension n'est pas seulement un voyage physique, mais une profonde métaphore de la croissance intellectuelle et spirituelle, qui exige d'immenses efforts, une grande patience et une aspiration irrépressible à la vérité. Imaginez qu'il soit libéré des dernières entraves qui le retenaient près du feu. La possibilité de s'élever hors de la caverne lui est désormais offerte. Mais ce chemin n'est ni aisé ni agréable. Il ne le conduit pas par une route plate et bien éclairée. Au contraire, c'est une montée abrupte, inégale, rocailleuse, qui mène vers le haut, vers cette lumière qu'il ne connaît pas. Chaque pas requiert un effort physique colossal. Son corps, habitué à l'immobilité, ressent chaque muscle qui se tend. Il éprouve la douleur dans ses membres, l'essoufflement, une immense fatigue. C'est un labeur éreintant, qui exige de lui la mobilisation de toutes ses ressources intérieures. Cette douleur physique est le reflet direct des difficultés intellectuelles et de la résistance intérieure qui accompagne le processus de connaissance de la vérité. Sortir de la caverne est une métaphore pour sortir de l'état d'ignorance, de la zone de confort de ses représentations habituelles. Cela exige non seulement le renoncement aux anciennes erreurs, mais aussi la recherche active d'un savoir nouveau, qui est toujours complexe. L'esprit, accoutumé aux illusions simples, est maintenant contraint de travailler sur des concepts ardus, d'analyser, de synthétiser, de surmonter ses propres contradictions. C'est comme l'entraînement de muscles longtemps restés immobiles. Au début, cela fait mal, mais peu à peu, les muscles se fortifient. Durant cette ascension, le prisonnier ne voit pas encore le but final. Il se déplace vers le haut, mais la lumière du monde extérieur n'est pas encore accessible à ses yeux. Il ne perçoit que de vagues lueurs, qui témoignent de son existence sans en révéler l'essence. C'est comme marcher dans l'obscurité, en s'orientant seulement par un faible sentiment de la direction. Il ne sait pas ce qu'il attend au bout du chemin, ni quelle sera la récompense de ses efforts. Cela exige de lui une foi en l'inconnu, la foi qu'il existe quelque chose de plus grand au-delà de sa compréhension actuelle, et que ce voyage vaut la peine et la douleur endurée. La route vers le haut peut être périlleuse, peut-être y a-t-il des obstacles, des pierres glissantes, des pentes escarpées, qui menacent de le faire chuter. Cela symbolise les risques et les défis qui se dressent sur le chemin de la connaissance. La personne qui aspire à la vérité peut se heurter à l'incompréhension, à la critique, au rejet de la part de ceux qui sont restés dans la caverne. Elle peut être confrontée à ses propres doutes, au désir intérieur de reculer, au sentiment que le chemin est trop difficile. Cependant, c'est précisément le dépassement de ces obstacles qui forge la volonté et renforce l'aspiration à connaître. Cette ascension est un processus inévitable d'adaptation. Ses yeux, déjà un peu habitués à la lumière du feu, doivent maintenant s'accoutumer à une clarté encore plus vive, celle qui provient de l'extérieur. Cela se produit progressivement. Peut-être ne voit-il que de légers reflets sur les parois de la caverne, qui en changent la couleur,
les rendent moins lugubres. Cela symbolise l'élargissement progressif de la conscience lorsque l'esprit commence à percevoir de nouvelles nuances, de nouveaux détails qui lui étaient auparavant inaccessibles. Platon insère dans cette étape l'idée que la véritable connaissance exige l'abandon des représentations antérieures et confortables. Ce n'est pas un simple ajout d'informations nouvelles, mais une transformation de toute la vision du monde. L'ascension vers le haut est un renoncement au monde des ombres, au monde des impressions superficielles, à un monde où la vérité était une illusion. C'est un acte de rupture avec le passé, qui est nécessaire pour passer à un niveau supérieur de l'être et de la connaissance. Le chemin vers le haut est aussi une métaphore du processus d'éducation et d'auto-éducation. Platon croyait que la véritable éducation n'est pas le simple remplissage de l'esprit avec des faits, mais l'élévation de l'âme des ténèbres de l'ignorance vers la lumière du savoir. Ce n'est pas un processus passif, mais un processus actif qui exige des efforts tant de la part de l'élève que du maître. Si le maître est un guide qui montre le chemin, mais ne peut le parcourir à la place de l'élève. C'est une lutte constante contre ses propres limites, contre l'inertie de la pensée, contre la résistance intérieure à la nouveauté. Ce moment symbolise l'idée de la transformation de l'âme humaine. Le prisonnier libéré cesse d'être un simple spectateur passif des ombres pour devenir un chercheur actif de vérité. Sa volonté se renforce, son esprit s'ouvre à la nouveauté, son désir de connaissance devient sa force motrice. C'est le chemin du développement de soi, de l'illumination, de la sortie hors des limites de sa propre expérience confinée. Platon, à travers cette étape de l'allégorie, semble nous dire « Le chemin vers la vérité est ardu, mais c'est l'unique chemin vers la véritable libération. Il exige de nous du courage, de la patience et une volonté inflexible. Il nous exhorte à ne pas craindre la douleur et l'inconfort qui accompagnent cette ascension, car ils sont le signe que nous nous dirigeons dans la bonne direction, que nous laissons derrière nous le monde des illusions et que nous nous approchons de la lumière véritable. » À ce stade, le prisonnier n'a pas encore atteint la lumière. Il se trouve dans un état de transition, entre l'obscurité de la caverne et le monde extérieur éclatant. Il ne fait déjà plus entièrement partie du monde des ombres, mais n'appartient pas encore tout à fait au monde de la vérité. C'est l'état de recherche, cet état qui définit le philosophe. C'est un état de mouvement constant vers le haut, vers une plus grande clarté, vers une plus profonde compréhension. Ainsi, le chemin vers le haut n'est pas seulement une ascension physique, mais une puissante métaphore de l'élévation intellectuelle, du dépassement de l'ignorance, de la sortie au-delà de la perception limitée. C'est une étape de douleur, d'effort et d'adaptation progressive qui prépare le prisonnier à la rencontre avec la vérité suprême. Elle est un pas indispensable sur le chemin de la pleine illumination qui l'attend au sommet. Nous avons laissé notre prisonnier sur le chemin abrupt et douloureux de l'ascension, depuis les profondeurs de la caverne jusqu'à sa sortie. C'était un parcours d'épuisement physique et de lutte intellectuelle, durant lequel il s'est progressivement adapté à une lumière grandissante. Nous atteignons maintenant le moment crucial de cette montée, l'instant de la sortie de la caverne et de la première rencontre avec la lumière éclatante et véritable du monde extérieur. C'est une confrontation non plus avec la source des ombres, mais avec l'essence même de la vérité, qui est à la fois stupéfiante et aveuglante. Lorsque le prisonnier atteint enfin la sortie de la caverne, ses yeux, qui commençaient à peine à s'habituer à la lueur blafarde du feu, se heurtent soudain à l'éclat insoutenable du soleil. Ce n'est pas simplement une lumière vive, c'est une avalanche de lumière éblouissante qui s'abat sur lui, provoquant une douleur encore plus grande, plus insupportable que celle qu'il avait ressentie en regardant le feu. Ses pupilles, habituées à l'obscurité, se contractent face à ce flux excessif de photons, et il a l'impression que sa vue se consume. Ce n'est pas un simple inconfort, c'est un aveuglement momentané, une surcharge sensorielle complète et désorientante. Cet aveuglement est une puissante métaphore du caractère foudroyant de la vérité. Lorsqu'un être humain, accoutumé à des représentations limitées et à des illusions, est soudainement confronté à la réalité pure et absolue, le choc peut être immense.
La vérité, selon Platon, n'est pas toujours agréable ou facile à percevoir. Elle peut détruire toutes nos conceptions antérieures, briser les illusions que nous avons chéries pendant des années. Elle exige une réévaluation complète de tout ce en quoi nous avons cru, et ce processus peut être incroyablement douloureux et déroutant. C'est comme se retrouver soudain au milieu d'un désert, après avoir passé toute sa vie dans une pièce exiguë, où l'espace et la lumière peuvent être excessifs et effrayants. La réaction naturelle à cette douleur est le désir de se détourner, de fermer les yeux, ou de retourner dans la caverne. C'est une impulsion intérieure de retrait, de retour à un environnement familier et sûr, où il n'est pas nécessaire d'affronter une vérité si intense. L'esprit, habitué à l'étroitesse, résiste à l'expansion. Cela montre que le chemin de la connaissance est une lutte constante contre sa propre résistance, contre son propre désir de confort, même si ce confort est celui de l'ignorance. Beaucoup de gens choisissent de rester dans la caverne, parce que la lumière à l'extérieur est bien trop douloureuse. Cependant, si le prisonnier surmonte cette impulsion de retrait, le processus d'adaptation commence. Cela ne se produit pas en un instant. Ses yeux, progressivement, pas à pas, commencent à s'habituer à ce nouveau niveau de lumière. Au début, il ne peut peut-être voir que les ombres des objets du monde extérieur. C'est comme une personne qui sort d'une pièce sombre en plein soleil, et ne voit d'abord que des contours flous. C'est la première étape de l'acclimatation à la vérité, moins la voir non pas directement, mais à travers ses pâles reflets. Puis, sa vue s'améliore peu à peu, et il commence à voir les reflets des objets dans l'eau, dans les lacs, les étangs. Ces reflets sont déjà plus nets que les ombres, mais ne sont toujours pas les objets eux-mêmes. C'est la deuxième étape de la connaissance, comprendre qu'il existe des copies plus précises que les précédentes. C'est comme commencer à comprendre que nos pensées et nos représentations du monde peuvent être plus justes si elles se fondent sur l'observation des reflets de la réalité, et non plus seulement sur les ombres. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra poser son regard sur les objets eux-mêmes dans le monde extérieur, les arbres, les fleurs, les animaux, les autres êtres humains. Il les voit dans leur forme véritable, dans leur plénitude, avec leurs couleurs et leurs détails. Cela marque une avancée significative dans sa connaissance. Il voit la réalité matérielle et véritable, qui est la source des ombres et de leurs reflets. C'est comme une personne qui voit pour la première fois le monde réel, après avoir passé toute sa vie à regarder des photographies. Et enfin, après une longue et douloureuse adaptation, ses yeux deviennent assez forts pour regarder le soleil lui-même. C'est le moment suprême de son voyage. Le soleil, qui est la source de toute lumière et de toute vie dans le monde extérieur, symbolise pour Platon l'idée du bien, la vérité la plus haute, la source de tout être, de toute connaissance, de toute beauté et de toute morale. Ce n'est pas seulement une étoile, c'est le principe universel qui illumine et emplit de sens le monde existant tout entier. Le regard posé sur le soleil est le point culminant de l'illumination philosophique. Ce processus d'adaptation graduelle, des ombres aux reflets, des reflets aux objets et des objets au soleil, est la clé pour comprendre la philosophie de la connaissance de Platon. Il montre que le chemin vers la vérité est hiérarchique et progressif. On ne peut pas passer directement de l'ignorance à la pleine illumination. Chaque étape exige des efforts, de la patience et la volonté de surmonter la douleur liée à l'expansion de la conscience. C'est comme une échelle qu'il faut gravir marche par marche, et non sauter directement au sommet. Platon souligne que la véritable sagesse ne réside pas dans la capacité à voir les ombres, mais dans la capacité à voir le soleil, c'est-à-dire à saisir les vérités les plus hautes. Ce n'est pas une simple accumulation d'informations, mais une compréhension profonde et transformatrice qui change l'essence même de la personne. C'est la compréhension non seulement de ce qui est, mais aussi du pourquoi de son être, de sa cause première et de sa finalité. Cette difficile montée vers la lumière est une métaphore universelle pour tout processus d'apprentissage et de croissance, en particulier dans le contexte de la philosophie et du développement spirituel. Elle exige de nous d'abandonner nos anciens paradigmes limitants,
de surmonter nos propres peurs et préjugés, et d'être prêts au fait que la vérité puisse ne pas être ce que nous imaginions. C'est la douleur et l'inconfort inévitable qui accompagnent la sortie de la zone de l'ignorance. Platon nous appelle à une amélioration constante de soi, à une aspiration ininterrompue au savoir, même si ce chemin est douloureux. Il indique que la véritable libération n'est pas simplement physique, mais qu'elle est la libération de l'esprit des chaînes de l'illusion. C'est le chemin vers le plein potentiel de la pensée humaine, vers la capacité de saisir les idées les plus hautes. C'est le chemin pour devenir un véritable philosophe, celui qui aime la sagesse et la recherche, malgré les difficultés. Ainsi, la sortie de la caverne et la première rencontre avec la lumière aveuglante du soleil sont le point culminant du voyage du prisonnier. Ce n'est pas seulement la libération de l'obscurité, mais aussi le début d'un nouveau et plus haut niveau de connaissance. C'est la preuve que la vérité existe et qu'on peut s'y élever, bien que ce soit à travers la douleur, l'aveuglement et une longue adaptation. C'est la confirmation finale que le monde des ombres n'était qu'une illusion, et que la réalité véritable attend celui qui ose s'élever jusqu'à elle. Nous avons parcouru ensemble un long et douloureux chemin avec le prisonnier libéré, depuis les ténèbres de la caverne jusqu'à la lumière éblouissante du monde extérieur. Désormais, alors que ses yeux se sont adaptés à cet éclat insoutenable, le moment culminant de son illumination est arrivé, le regard posé sur le soleil. Dans la philosophie de Platon, le soleil n'est pas un simple astre céleste. Il est le symbole suprême, qui incarne l'idée du bien, la source absolue de tout ce qui existe, de toute connaissance, de toute beauté, de toute vérité et de toute morale. C'est le sommet de son voyage philosophique. Pour Platon, le soleil dans l'allégorie remplit la même fonction dans le monde intelligible que le soleil physique dans le monde visible. Dans le monde visible, le soleil est la source de la lumière qui nous permet de voir les objets, de distinguer leurs formes, leurs couleurs et leurs dimensions. Sans la lumière solaire, nous vivrions dans une obscurité éternelle, incapables de connaître le monde qui nous entoure. De la même manière, dans le monde intelligible, l'idée du bien, dont le soleil est le symbole, est cette lumière, qui permet à notre raison de saisir les idées, ces essences éternelles et immuables, qui constituent la réalité véritable. Sans la contemplation de l'idée du bien, notre raison demeurerait dans les ténèbres de l'ignorance, incapable de connaître la nature réelle des choses. Le soleil n'est pas seulement la source de la lumière, mais aussi la cause de l'être de toute chose dans le monde visible. Il fournit l'énergie nécessaire à la croissance des plantes, à l'existence des animaux, à tous les processus vitaux. Il dispense la chaleur qui entretient la vie. Dans un sens métaphorique, l'idée du bien est cette même cause première pour le monde des idées. C'est elle qui donne leur essence et leur existence à toutes les autres idées. L'idée de la beauté, l'idée de la justice, l'idée du courage. Toutes tirent leur être de l'idée du bien. Ce n'est pas simplement l'idée la plus haute, mais bien la source de toutes les autres idées, ce qui la rend absolument fondamentale. En outre, le soleil est la source de la connaissance. C'est sa lumière qui permet à notre vue de fonctionner. Nos yeux, en eux-mêmes, ne peuvent pas voir. Ils ont besoin d'une source de lumière extérieure. De manière analogue, notre raison, bien qu'elle possède la faculté de connaître, a besoin de la lumière de l'idée du bien pour saisir la vérité. C'est la lumière de l'intellect qui éclaire le chemin vers le savoir véritable, vers la compréhension des idées éternelles et immuables. Platon considère que la connaissance authentique n'est pas une simple collecte de faits, mais une compréhension profonde des causes premières, qui n'est possible que par la contemplation de l'idée du bien. Le soleil symbolise également la beauté et l'harmonie. Il illumine le monde, le rendant magnifique, en révélant ses couleurs et ses formes. De la même manière, l'idée du bien est la source de toute beauté dans le monde intelligible. Tout ce que nous trouvons beau n'est qu'un pâle reflet de cette idée de la beauté, absolue et parfaite, qui, à son tour, découle de l'idée du bien. Saisir l'idée du bien nous permet non seulement de voir le monde de la vérité,
mais aussi de le percevoir comme quelque chose d'absolument beau et harmonieux. L'idée du bien est aussi la source de la moralité. Pour Platon, le bien n'est pas un concept relatif, mais une réalité objective qui émane de l'idée la plus haute. Lorsque l'être humain contemple l'idée du bien, il comprend ce qu'est le bien véritable, ce qui est juste, ce qui est droit. Ce savoir n'est pas seulement intellectuel, il est également un guide moral. Celui qui a saisi l'idée du bien aspire à vivre en accord avec elle, à faire le bien, à être juste, à rechercher l'harmonie dans ses actions. Ce n'est pas une simple connaissance théorique, mais une direction pratique pour la vie. Ainsi, pour Platon, la contemplation de l'idée du bien est le but suprême de la quête philosophique. Ce n'est pas seulement l'atteinte d'un certain niveau de savoir, mais une transformation de l'être tout entier. La personne qui a saisi l'idée du bien voit le monde d'une manière entièrement différente. Elle comprend que le monde matériel n'est qu'un reflet, et que la réalité véritable est le monde des idées éternelles et immuables, illuminé par l'idée du bien. Cela lui permet de vivre de façon plus consciente, plus harmonieuse, plus morale. Cette expérience de la contemplation du soleil, l'idée du bien, est si profonde et si transformatrice que le prisonnier qui l'a vécue ne peut plus jamais retourner à son état antérieur. Il a changé pour toujours. Son esprit s'est éveillé, ses yeux se sont ouverts à la lumière véritable. Il ne voit plus seulement les ombres, mais leur source, leur cause première. Ce n'est pas un simple savoir, mais une compréhension absolue qui le pénètre tout entier. Platon croyait que seuls ceux qui ont atteint ce plus haut niveau de connaissance, c'est-à-dire les philosophes, sont capables de saisir l'idée du bien. Et c'est précisément pourquoi, à son avis, les philosophes devraient gouverner la cité. Car eux seuls voient le bien véritable, la justice véritable, la vérité véritable, et eux seuls peuvent conduire la société vers une existence idéale et harmonieuse, sans se fonder sur des illusions et des représentations erronées. Ce n'est pas un simple pouvoir, mais une responsabilité qui découle du savoir le plus élevé. La contemplation de l'idée du bien n'est pas la fin du chemin, mais son sommet. C'est le moment où toutes les étapes antérieures de la connaissance, de la prise de conscience des illusions à l'adaptation à la lumière, trouvent leur achèvement et leur sens. C'est une compréhension absolue qui imprègne tous les aspects de l'être, qui permet de voir le monde comme un tout unifié et harmonieux. Ce n'est pas un simple savoir, mais la sagesse qui permet de vivre en accord avec la vérité. C'est précisément ce regard posé sur le soleil qui constitue la leçon la plus profonde que Platon nous offre dans l'allégorie de la caverne. Il nous appelle non pas simplement à chercher le savoir, mais à aspirer au savoir le plus haut, moins à la compréhension de ce qu'est le bien véritable, la beauté véritable, la vérité absolue. C'est un chemin qui exige des efforts, mais sa récompense n'est pas une simple information, mais une illumination complète et transformatrice, qui change la vie et permet de vivre en harmonie avec le monde réel. C'est le but vers lequel tend quiconque recherche la vérité. Nous avons atteint le sommet de la connaissance, cet instant où le prisonnier libéré, après avoir traversé la douleur et l'éblouissement, est capable de poser son regard sur le soleil, symbole de l'idée du bien. Ce n'est pas une simple perception visuelle, mais une illumination profonde et totale, qui transforme sa conscience et lui offre une compréhension absolue de la vérité. C'est le point culminant de tout son cheminement et le cœur de la philosophie de Platon. Après une longue adaptation, ses yeux ne lui font plus mal. Ils ne se sont pas seulement habitués à la lumière du soleil. Il voit désormais grâce à cette lumière. Cela signifie que son esprit, éclairé par l'idée du bien, est maintenant capable de saisir la nature véritable des choses. Il ne voit pas simplement les objets, il comprend leur essence, leur cause, leur finalité. Il prend conscience que le soleil est la source de tout ce qui existe, que tout ce qu'il voit dans le monde extérieur n'existe que par sa lumière et son énergie. Cette compréhension transcende la simple observation. C'est une pénétration profonde et intuitive au cœur même de l'être. Ce moment d'illumination n'est pas une simple acquisition d'informations nouvelles. C'est un changement qualitatif de la conscience.
Le prisonnier comprend désormais que toute sa vie antérieure dans la caverne était une illusion absolue. Les ombres, qu'il croyait réelles, n'étaient que de pâles reflets déformés. Le feu, qui lui avait semblé être la source de lumière après sa libération des chaînes, se révèle n'être qu'une flamme faible et artificielle, en comparaison de la majesté du soleil. C'est la prise de conscience définitive de la fausseté absolue de son existence antérieure. Il comprend qu'il ne s'était pas simplement trompé, mais qu'il avait vécu dans un monde construit sur le mensonge et l'apparence. Plus encore, il prend conscience que tout son antérieur sur les ombres, ses prédictions ontrado prado 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 prado, ses prédictions sado prado 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 prado, moins tout cela, était absurde et vain. Tous ses efforts, dirigés vers la compréhension des ombres, visaient la saisie de l'inexistant. Cette prise de conscience peut être à la fois choquante et libératrice. Choquante, car elle détruit tout ce en quoi il avait cru. Libératrice, car il est désormais affranchi de cette erreur et peut construire son savoir sur un fondement véritable. Il voit maintenant ce qu'est la réalité authentique. Non pas le monde matériel, mais le monde des idées éternelles et immuables, illuminé par l'idée du bien. Platon souligne que l'idée du bien n'est pas simplement la plus haute des idées, mais la source de toutes les autres. C'est comme un phare principal qui illumine tous les autres phares, lesquels, à leur tour, montrent le chemin vers d'autres connaissances. L'idée du bien donne l'être à toutes les autres idées, l'idée de la beauté, l'idée de la justice, l'idée du courage, l'idée de l'harmonie. Sans elle, les autres idées ne pourraient ni exister, ni être connues. C'est le principe universel qui pénètre toute la réalité. La contemplation de l'idée du bien permet au prisonnier de voir le monde comme un tout unifié et harmonieux. Il comprend l'interconnexion entre toutes les idées, leur hiérarchie, leur origine. Il voit comment toute chose dans le monde, du plus petit brin d'herbe au concept le plus élevé, provient d'une source unique, l'idée du bien. Cela lui procure un sentiment de compréhension totale qui dépasse le savoir fragmentaire. Il ne voit plus seulement des arbres séparés, mais il comprend l'essence de l'arbre en tant qu'idée. Ce moment est également une illumination concernant la morale et les valeurs. Platon considérait que le bien n'est pas un concept relatif, mais une réalité objective qui découle de l'idée du bien. En saisissant cette idée, le prisonnier comprend ce qu'est le bien véritable, la justice véritable, la beauté véritable. Ce savoir n'est pas seulement intellectuel, il est aussi une boussole morale qui indique le chemin d'une vie droite. Il comprend que toutes ces représentations antérieures du bien et du mal n'étaient que des ombres projetées par des conceptions erronées et que la véritable morale se fonde sur des principes universels et immuables issus de l'idée du bien. La personne qui a contemplé l'idée du bien devient un véritable philosophe, celui qui aime la sagesse et en saisit les formes les plus hautes. Elle n'est plus une simple spectatrice, mais une porteuse de vérité. Son esprit est désormais capable de voir non seulement le monde visible, le monde des sens, mais aussi le monde intelligible, le monde des idées. Elle est celle qui peut distinguer le réel de l'illusoire, l'essence de l'apparence, le bien du mal. Cette illumination est une transformation de son être tout entier. Il n'est plus la même personne qui était enchaînée dans la caverne. Sa conscience s'est élargie, son esprit s'est aiguisé, ses repères moraux se sont clarifiés. Il voit le monde dans sa forme véritable et non déformée. C'est le moment de la liberté authentique, la liberté de l'ignorance, la liberté des illusions. Il est maintenant libre non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement et spirituellement. Platon nous appelle à ce plus haut niveau de connaissance. Il affirme que le but de la vie humaine n'est pas la simple existence, mais l'aspiration à contempler l'idée du bien. Ce n'est pas un chemin facile, mais sa récompense est une compréhension incomparable qui permet de vivre en harmonie avec la vérité et de guider les autres vers elle. C'est un appel à l'éducation, qui a pour but d'élever l'âme des ténèbres vers la lumière, vers les principes les plus élevés de l'être. Ainsi, la contemplation de l'idée du bien n'est pas un simple savoir,
mais une illumination absolue et totale, qui offre la compréhension de l'être tout entier, de la vérité, de la beauté et de la morale. C'est la culmination du voyage du prisonnier, qui marque sa transformation en un véritable philosophe, capable de voir le monde tel qu'il est réellement, et non à travers le prisme des illusions. C'est une compréhension qui change tout, et ce, pour toujours. Nous avons évoqué la profonde motivation du philosophe, qui le pousse, après avoir contemplé le soleil, à retourner dans l'obscurité de la caverne. Nous nous concentrerons désormais sur les difficultés inévitables auxquelles il est confronté lors de ce retour. Les problèmes d'adaptation à l'obscurité, qui sont le reflet inversé de son précédent chemin vers la lumière. Cette confrontation avec la réalité de la caverne après l'illumination n'est pas seulement physiquement inconfortable, mais aussi profondément et psychologiquement éprouvante. Après un long séjour sous l'éclat aveuglant du soleil, les yeux du philosophe se sont tellement habitués à la lumière vive qu'à son retour dans la caverne, ils subissent à nouveau un choc et un inconfort. Désormais, ce n'est plus la lumière, mais l'obscurité qui lui semble insoutenable. Ses pupilles, qui étaient contractées au maximum pour le protéger des rayons solaires, ne peuvent se dilater immédiatement pour capter les faibles lueurs de la caverne. Il devient aveugle dans cet environnement qui fut jadis son seul et unique monde. Sa vue n'est plus nastroena à discerner les ombres. Au contraire, elle cherche une lumière qui, dans la caverne, n'existe pas. Cela crée un sentiment de complète impuissance et de désorientation. Cette cécité dans l'obscurité est une puissante métaphore de l'inconfort intellectuel et social que ressent la personne éclairée lorsqu'elle retourne au sein d'une société qui vit dans l'ignorance. L'esprit du philosophe, qui a contemplé les idées supérieures et vu la réalité véritable, est désormais incapable de voir le monde comme le voient les prisonniers enchaînés. Son système de valeurs, ses priorités, son langage, tout cela est devenu étranger pour ceux qui sont restés captifs des illusions. Il ne comprend plus leurs jeux d'ombre, leurs priorités, leurs disputes. Ce qui est essentiel pour eux lui semble désormais absurde et dérisoire. Sa parole, elle aussi, devient incompréhensible. Lorsqu'il tente de parler du soleil, des idées, des objets réels, les prisonniers ne peuvent le saisir. Leur vocabulaire et leur compréhension du monde se limitent aux seuls concepts liés aux ombres. Il ne peut leur expliquer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et ne peuvent même pas imaginer. Cela crée une barrière dans la communication, un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Ils parlent une autre langue, la langue de la vérité, qui est inintelligible pour ceux qui n'entendent que la langue des illusions. Le philosophe qui revient devient un objet de moquerie et d'incompréhension. Sa repréhension toussée, dans l'obscurité de la caverne, son incapacité à discerner rapidement les ombres, son inaptitude à prendre part à leur jeu, moins tout cela fait de lui la risée de tous. Les prisonniers, voyant sa maladresse, le considèrent comme un fou, un être corrompu, quelqu'un qui a perdu la raison lors de sa sortie. Il pourrait affirmer que son voyage vers le haut fut néfaste, car il l'a rendu aveugle et inapte à leur vie. Cela montre comment la société réagit souvent à ceux qui cherchent à dépasser les normes et les illusions communément acceptées. Elle les ridiculise, les considère comme des excentriques et leur savoir comme une absurdité. Ce retour est également une source de profond inconfort émotionnel pour le philosophe lui-même. Il voit la souffrance de ceux qui sont restés dans l'obscurité, leur ignorance, leur lutte pour des valeurs illusoires. Il ressent de la pitié et le désir d'aider, mais en même temps, il comprend à quel point ils sont enlisés dans leur erreur. Ce sentiment d'impasse et de déception peut être extrêmement lourd. Il prend conscience de l'ampleur de la tâche. Convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Montrer la lumière à ceux qui se sont habitués à l'obscurité. Platon, à travers cet épisode, souligne que l'ignorance n'est pas une simple absence de savoir, mais une opposition active à la connaissance. Les prisonniers ne font pas que ne pas comprendre, ils rejettent activement la vérité, car elle menace la vision du monde à laquelle ils sont habitués.
Ils considèrent leur caverne comme la réalité, et le philosophe comme un dément. Cela prouve à quel point un être humain peut s'enfoncer dans les illusions, et combien sa résistance est forte à tout changement qui détruit son confort familier. Cette étape de l'allégorie est une leçon importante pour quiconque aspire à l'illumination et souhaite la partager avec autrui. Elle montre que le chemin du philosophe n'est pas seulement un chemin de connaissance personnelle, mais aussi un chemin de lutte sociale, un chemin qui exige une immense force d'âme et une grande patience. Il faut être prêt à ne pas être compris, à être moqué, et peut-être même à être rejeté. C'est un rappel que le changement de conscience est un processus complexe, qui n'est pas toujours bien accueilli par la société. Ainsi, le retour dans la caverne et l'adaptation à l'obscurité constituent une épreuve extraordinairement difficile pour le philosophe. Il est confronté à une cécité physique, à une incompréhension intellectuelle et à un rejet social. Cet épisode démontre avec éclat à quel point il est complexe de sortir les gens de l'ignorance et à quel point les illusions sont profondément enracinées dans la conscience de ceux qui n'ont jamais vu la lumière de la vérité. C'est une étape tragique mais nécessaire dans la mission du philosophe. Nous avons laissé le philosophe revenu dans l'obscurité de la caverne, où ses yeux, habitués au soleil, étaient temporairement aveugles. Le moment est maintenant venu pour l'épreuve la plus cruciale de sa mission, la tentative de transmettre la vérité à ceux qui sont encore enchaînés au mur et qui vivent dans les illusions. C'est la confrontation d'un esprit éclairé avec une ignorance profonde, qui révèle le gouffre immense entre celui qui a vu la lumière et ceux qui ne voient que les ombres. Le philosophe, malgré l'inconfort physique et la résistance intérieure qu'il ressent dans l'obscurité, rassemble sa volonté et commence à parler. Il essaye d'expliquer aux prisonniers que leur réalité est une erreur. Il leur raconte le monde extérieur, son immensité, la beauté et la diversité véritable qui existent au-delà de leur sombre caverne. Il décrit le soleil éclatant, sa puissance et son importance immense, en tant que source de toute vie et de toute lumière. Il tente de leur transmettre sa compréhension profonde de l'idée du bien, d'expliquer qu'il existe une réalité supérieure, qui est la source de tout ce qui est vrai, beau et moral. Pour les prisonniers, ces paroles sont une langue étrangère. Ils n'ont jamais entendu parler du soleil, dans le sens où ils l'emploient. Pour eux, la lumière n'est que le vacillement du feu, et la réalité, ce sont les ombres sur le mur. Ils ne possèdent aucun concept qui leur permettrait de saisir ce qu'il dit. Ces récits sur l'espace infini, sur les objets qui ont du volume et de la couleur, sur l'existence des idées. Tout cela résonne pour eux comme un assemblage de sons dépourvus de sens, le délire d'un fou. Ils ne peuvent même pas imaginer ce dont ils parlent, car leur imagination est confinée à leur seule expérience de vie dans la caverne. Cela nous rappelle à quel point il est difficile d'expliquer quelque chose de fondamentalement nouveau à celui qui n'a ni l'expérience préalable, ni les catégories pour le comprendre. La tentative du philosophe d'expliquer le mécanisme de création des ombres, le feu, les marionnettistes, les objets réels qui projettent ces ombres, se heurte également à une résistance. Les prisonniers considèrent peut-être ces paroles comme une offense à leur savoir. Après tout, ils ont étudié pendant des années le mouvement des ombres, leur ont donné des noms, ont bâti leur sagesse autour d'elles. Et voilà que quelqu'un vient leur dire que tout cela n'est que sottise, qu'illusion. Cela provoque une indignation et une colère profonde, car il détruit leur vision familière du monde, leur zone de confort, leur sentiment de leur propre importance. C'est une menace pour leur identité. Platon nous montre que la vérité qui dépasse les représentations habituelles se heurte souvent à l'incompréhension et à la résistance. Les gens qui vivent dans l'ignorance ne sont pas simplement incapables de saisir la vérité. Ils y résistent activement, car elle exige d'eux une réévaluation de toute chose. Elle les force à admettre qu'ils avaient tort, que leur vie était construite sur une erreur. Et cela est extraordinairement douloureux pour l'orgueil humain. Ils ne veulent pas reconnaître que leur leader
et leurs experts en nombre étaient tout aussi prisonniers qu'eux-mêmes. Plus encore, les prisonniers voyant la cécité du philosophe dans l'obscurité de la caverne, son incapacité à discerner rapidement les ombres, considèrent cela comme la preuve que son voyage fut néfaste. Ils disent « Regardez, il est monté là-haut, et il est revenu avec la vue abîmée. Nous ferions mieux de rester ici, où nous voyons bien. » Ils en concluent que sortir de la caverne n'est pas le chemin vers la lumière, mais le chemin vers la cécité. C'est une puissante métaphore de la dévalorisation du savoir et de l'expérience de ceux qui aspirent à la vérité, de la part de ceux qui demeurent dans l'ignorance. La société rejette souvent les philosophes, les scientifiques, les penseurs qui remettent en question les dogmes établis, les considérant comme peu pratiques, insensés ou même dangereux. Le philosophe devient ainsi pour eux un prophète incompris. Ces paroles sont des prophéties d'un autre monde, mais ces prophéties tombent sur le sol stérile de l'ignorance. Il essaye de leur ouvrir les yeux, mais ils ne veulent pas voir. Il aspire à les libérer, mais ils le considèrent comme un démon qui tente de les tromper ou de leur nuire. C'est la tragédie d'une illumination qui ne peut être partagée, la tragédie d'un savoir qui se heurte au mur sourd de l'ignorance. Cet épisode souligne l'idée platonicienne, selon laquelle la véritable éducation n'est pas une simple transmission d'informations, mais un changement de la conscience, qui n'est pas toujours possible sans le désir actif de celui qui apprend. On ne peut pas éclairer de force une personne si elle n'y est pas prête. Le philosophe peut indiquer le chemin, mais c'est à la personne elle-même de le parcourir. C'est également une critique de la démocratie de la part de Platon, qui considérait que la majorité des gens ne sont pas capables de saisir la vérité et de prendre des décisions rationnelles. Ils ont tendance à être guidés par les émotions, les impressions sensibles et les idées populistes, qui sont des ombres, et non l'essence des choses. C'est pourquoi, à son avis, une société gouvernée par une majorité vivant dans l'ignorance ne pourra jamais atteindre la justice et l'harmonie véritable. Ainsi, la tentative du philosophe de transmettre la vérité est une entreprise extraordinairement douloureuse et ingrate. Il est confronté à une incompréhension totale, à des moqueries, à de la colère et à un rejet. Son chemin, qui avait commencé par une illumination personnelle, se transforme maintenant en une lutte solitaire contre une ignorance profondément enracinée. C'est l'ultime épreuve de sa mission, non seulement saisir la vérité, mais tenter de la transmettre à un monde qui résiste à son acceptation. Après la tentative infructueuse du philosophe de transmettre la vérité, nous abordons la dernière et la plus tragique étape de l'allégorie de Platon, la réaction des prisonniers. Cet épisode est un reflet brutal de la manière dont une société, plongée dans l'ignorance, réagit à ceux qui osent défier ses illusions établies. Il montre la profondeur de la résistance au changement et le péril qui attend le prophète sans sa même porteur d'une vérité dérangeante. Lorsque le philosophe, aveuglé par la lumière du soleil et incapable de discerner immédiatement les ombres, commence à parler du monde extérieur, des objets réels, de l'idée du bien, les prisonniers ne font pas que ne pas le comprendre, ils réagissent activement et négativement. Leur première réaction est la moquerie et le sarcasme. Ils voient sa maladresse dans l'obscurité, son incapacité à déchiffrer rapidement les ombres comme ils le font. « Regardez-le » crie-t-il peut-être. « Il est monté là-haut et il est revenu avec la vue abîmée. » Son voyage fut vain, il n'a fait que l'endommager. Ils le considèrent comme un fou, ses paroles comme un délire. Ils le ridiculisent pour avoir échoué dans leur propre monde confiné. Cela montre avec quelle facilité la majorité peut dévaloriser un savoir qui dépasse sa compréhension et tourner en dérision celui qui en est le porteur. Ces moqueries se transforment rapidement en un rejet déclaré et en hostilité. Les prisonniers ne se contentent pas de ne pas le croire. Ils sentent qu'il met en péril leur unique et familier univers. Ces récits d'une autre réalité détruisent leur stabilité illusoire. Si ces paroles sont vraies, alors tout ce en quoi ils ont cru, tout leur savoir sur les ombres, leur accomplissement dans la prédiction des ombres, leur hiérarchie, le sens même de leur vie,
tout cela s'avère n'être qu'une absurdité. C'est une chose extraordinairement douloureuse et inacceptable pour la psyché humaine, qui a tendance à protéger ses convictions, même si elles sont fausses. Il ne voit pas en lui un libérateur, mais un destructeur de leur confort, un ennemi. Platon note que les prisonniers, sentant cette menace, sont prêts à recourir à des mesures extrêmes. Ils pourraient menacer le philosophe s'il essayait de les libérer ou de les forcer à regarder le feu. Et si quelqu'un tentait de les délier et de les mener en haut, écrit Platon, s'il le pouvait, ne le tuerait-il pas ? Cette phrase est l'un des moments les plus puissants et les plus célèbres de l'allégorie, qui éclaire le destin tragique de Socrate, le maître de Platon, qui fut condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse et introduit de nouveaux dieux. Platon utilise cela pour montrer que la société est souvent prête à détruire ceux qui apportent une vérité dérangeante, ceux qui remettent en question les normes et les croyances établies qui se fondent sur l'ignorance. Cette réaction des prisonniers symbolise l'ignorance qui se mue en agression. Ce n'est pas une simple incompréhension passive, mais une résistance active. Ils craignent moins la vérité que le changement qu'elle annonce. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort, même si cette zone est une prison. Leur peur de l'inconnu, leur refus d'admettre leurs propres erreurs, leur attachement aux illusions familières, les rendent hostiles à toute tentative de libération. C'est un phénomène universel que l'on peut observer dans toute société où la vérité entre en conflit avec des dogmes ou des préjugés profondément enracinés. Cet épisode est une critique de l'ignorance et de ses conséquences dangereuses. Platon montre que des gens vivant dans une erreur constante peuvent devenir si agressifs dans la défense de leurs illusions qu'ils sont prêts à tuer ceux qui tentent de les éclairer. C'est un avertissement sur le fait que l'illumination n'est pas un processus facile et que celui qui aspire à la porter doit être prêt au rejet, au conflit et même au péril de sa propre vie. Ainsi, la société qui vit dans l'ignorance perçoit le philosophe non pas comme un sauveur, mais comme une menace. Sa cécité dans l'obscurité de la caverne est pour eux la preuve de sa folie, et ses paroles, une atteinte à leur réalité. Ils ne voient pas son illumination. Ils ne voient que son incapacité à fonctionner dans leur monde déformé. Ils sont emprisonnés non seulement par des chaînes physiques, mais par les chaînes de leur propre esprit, de leur croyance en les illusions. Platon, en achevant l'allégorie sur cette conclusion amère, souligne la solitude et le destin tragique du philosophe dans un monde qui refuse la vérité. Cependant, malgré cela, il ne renonce pas à sa foi en la nécessité d'une gouvernance philosophique. Même si le philosophe est rejeté ou même tué, sa mission, aspirer à la vérité et la partager, demeure le but le plus élevé. Sa souffrance est le prix à payer pour son savoir, mais ce savoir est l'unique chemin vers le bien véritable pour la société. Cette dernière partie de l'allégorie est un rappel puissant que le chemin vers la vérité est complexe et périlleux, non seulement pour celui qui la cherche, mais aussi pour celui qui tente de la transmettre. Elle nous invite à une introspection. Ne sommes-nous pas nous-mêmes, parfois, ces prisonniers qui s'accrochent à leurs illusions et rejettent la vérité? Et sommes-nous prêts à courir le risque d'accepter la vérité, même si elle est inconfortable, et exige de nous une réévaluation complète de notre monde? C'est la question éternelle, qui demeure d'une actualité poignante aujourd'hui.